Il faut que je vous dise, Gatsby le Magnifique, c'est vraiment un de mes romans préférés. Pourtant, le livre a connu un parcours assez atypique parce que si aujourd'hui c'est un classique de la littérature américaine, eh bien à sa sortie en 1925, il a essuyé un échec commercial assez surprenant. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai envie de m'intéresser au parcours de Gatsby le Magnifique en tant qu'œuvre et à toutes sortes d'anecdotes autour de sa conception pour comprendre d'abord pourquoi son auteur l'a écrit, qu'est-ce qu'il voulait faire, et ensuite comment le roman est passé d'un livre que tous les lecteurs de son époque boudaient à un classique de la littérature que tout le monde connaît au moins de nom aujourd'hui. Alors pour présenter Fitzgerald d'abord, parce qu'il est quand même beaucoup moins connu du grand public que le personnage de Gatsby, c'est un auteur américain né en 1896 aux États-Unis dans une famille modeste, et vous allez voir que ce détail a son importance. Très vite, Fitzgerald comprend qu'il veut devenir écrivain et en fait il va rapidement y parvenir puisque en 1920, il publie son premier roman, L'Envers du Paradis, qui s'avère immédiatement un succès commercial. Le livre se vend à plus de 40 000 exemplaires dès sa première année, il positionne directement Fitzgerald comme un espoir de la littérature américaine et il lui permet à seulement 24 ans de vivre de sa plume. La même année, Fitzgerald se marie à une jeune artiste au tempérament excentrique du nom de Zelda Serre qui fréquente depuis 2-3 ans et c'est d'ailleurs un peu pour la séduire qu'il écrit son premier roman. Au passage, en entendant son nom, vous vous êtes peut-être dit « Ah, Zelda comme la princesse Zelda ». Et bah oui, effectivement, ou plutôt disons que c'est l'inverse. C'est la princesse Zelda qui s'appelle Zelda parce que les créateurs du jeu vidéo ont entendu parler de Zelda Serre et que l'un d'entre eux aimait bien son prénom. Donc voilà, ça c'était juste pour la petite anecdote. Si on en revient à Fitzgerald, ce qui se passe c'est qu'après le succès de son premier roman, il en publie un second en 1922 intitulé Les Heureux et les Damnés. J'ai pas trouvé de données sur les ventes de celui-ci, mais apparemment il s'écoule plutôt bien. C'est pas un énorme succès critique, mais le roman est, on va dire, correctement reçu. À côté de ça, cette même année, Zelda et lui accueillent une fille qui sera leur unique enfant, et Fitzgerald va se mettre à l'écriture de son troisième roman qui va nécessiter 2 ans et demi de travail et qui ne sera nul autre que Gatsby le Magnifique. Pour ce roman, Fitzgerald va un peu changer son style, il va l'upgrader, on va dire, il va changer d'inspiration aussi. Bref, il va essayer de faire le roman le plus propre possible et il va aussi puiser dans plusieurs expériences tirées du réel pour l'écrire. D'abord, par exemple, l'histoire même de Gatsby le Magnifique est basée sur l'envie qu'il a de raconter l'histoire d'un homme trop pauvre pour épouser une femme issue de la haute bourgeoisie. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'il explore déjà dans une nouvelle baptisée Rêve d'hiver, publiée en 1922 et qui préfigure ce que sera Gatsby. Grosso modo, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon, Dexter Green, issu des classes moyennes et qui aspire à s'enrichir pour épouser la femme de ses rêves. Et si cette thématique obsède autant Fitzgerald, c'est parce que de son aveu, c'est quelque chose qu'il a vécu lui-même dans le milieu des années 1910 avec son premier amour, une certaine Ginevra King, qu'il fréquente pendant près de 2 ans. Le problème, c'est qu'elle vient d'une famille très riche, tandis que Fitzgerald a des origines beaucoup plus modestes, et donc on lui fait comprendre dans la famille de sa petite amie que les garçons pauvres ne devraient pas songer à épouser des filles riches. Et ça, ce sont des mots qui vont le marquer toute sa vie parce que globalement dans son œuvre, il aura toujours une certaine obsession pour tout ce qui tourne autour de la richesse, de la pauvreté et du statut social, non sans être assez critique aussi vis-à-vis de tout ça. En tout cas, il va avoir le droit en quelque sorte à sa revanche sur cette expérience puisque en 1922, il commence lui-même à très bien gagner sa vie et donc il emménage avec sa femme à Long Island, là où il va situer l'intrigue de Gatsby. Et en fait, en tant que nouveau riche, il se rend très vite compte qu'à Long Island, les anciens riches vivent sur une péninsule et les nouveaux sur une autre. Il y a une espèce de scission entre les deux et c'est quelque chose qui représente dans Gatsby avec l'opposition entre les nouveaux riches de West Egg où habite Gatsby et les anciens riches de East Egg où habite Daisy. Et d'ailleurs, dans le roman, Gatsby fait tout pour faire croire qu'il est un héritier et qu'il vient d'une famille riche parce que justement, ça fait mieux que de dire qu'il a fait fortune lui-même dans les affaires. En gros, dans ce milieu, il a un peu cette idée que les anciens riches sont mieux perçus que les nouveaux. Autre chose aussi, à Long Island, Fitzgerald a un mystérieux voisin d'origine allemande qui s'appelle Max Gerlach, j'espère que je prononce correctement son nom, et qui va grandement l'inspirer pour le personnage de Gatsby, puisque comme lui, c'est un ancien militaire qui a participé à la Première Guerre mondiale, il a ensuite fait fortune pendant la Prohibition avec des affaires pas très légales autour de la vente d'alcool, et il vit comme un millionnaire à Long Island, dans un manoir où il organise régulièrement des réceptions somptueuses. On peut encore ajouter à ça que Gerlach ne porte apparemment jamais la même chemise 2 fois, qu'il dit old sport à tout bout de champ, exactement comme Gatsby dans le roman, expression qu'on traduit en français souvent par vieux frère ou mon vieux, et il aime apparemment bien raconter des tas de légendes sur lui-même, comme le fait qu'il est un intime de l'empereur d'Allemagne, ce qui je crois n'était pas forcément vrai. Donc disons que c'était un homme qui avait sans doute un léger penchant pour la mythomanie. À côté de ça, il semblerait aussi que pour écrire Gatsby, Fitzgerald s'inspire en partie d'un fait divers de son époque, l'histoire du double meurtre d'un prêtre et d'une membre de sa chorale qui avaient une liaison et qui sont un jour retrouvés morts, tués par balle. Bref, en tout cas, en puisant parmi toutes ces sources d'inspiration, Fitzgerald commence à écrire son histoire. Il commence l'écriture aux États-Unis et il en écrira aussi une bonne partie en France, notamment sur la Côte d'Azur où il séjournera un moment avec sa femme et sa fille, puisqu'ils vont passer plusieurs années en France et même en Europe. Et à la fin de l'année 1924, Fitzgerald termine le manuscrit et l'envoie à son éditeur qui s'avère plutôt enthousiaste mais qui lui demande de faire quelques corrections, notamment pour qu'on comprenne mieux les origines de Gatsby qui dans la première version
lui apparaissait comme un personnage un peu trop vague et donc pas assez crédible. Fitzgerald s'exécute et début 1925, il rend le manuscrit final de Gatsby le Magnifique qui sera ensuite imprimé et publié au cours de cette même année. Mais avant de vous révéler ce qui s'est passé lors de sa publication, il faut qu'on fasse un petit détour par le choix du titre qui comporte quelques anecdotes vraiment très intéressantes. En fait, Fitzgerald n'aimait pas le titre Gatsby le Magnifique, en anglais The Great Gatsby, et en réalité, au cours de ces 2 années d'écriture, il imagine toutes sortes de titres pour son roman. Alors, vous pardonnerez mon accent anglais, mais on a Among the Ash Heaps and Millionaires, qu'on pourrait traduire par Parmi des tas de cendres et des millionnaires, On the Road to West Egg, sur la route de West Egg, Gold-Hatted Gatsby, Gatsby au chapeau d'or, The High Bouncing Lover, on va dire l'amant à haut rebondissement, j'ai pas mieux, qui, comme Gatsby au chapeau d'or, fait référence à un extrait de poème qui ouvre le roman, poème signé par un certain Thomas Park d'Invilliers, qui n'est nul autre que Fitzgerald lui-même. Sinon, on a aussi Under the Red, White and Blue, sous le rouge, le blanc et le bleu, qui est une référence au drapeau américain et donc en quelque sorte au mythe du rêve américain qu'incarne Gatsby. Et ça, sur la fin, c'est un titre que Fitzgerald envisageait très sérieusement, mais en vérité, celui qu'il préférait, c'était Trimalchio ou encore Trimalchio in West Egg. Et là, vous vous demandez sans doute, mais ça veut dire quoi Trimalchio? Et en fait, c'est un personnage du Satyricon auquel Fitzgerald compare Gatsby à un moment dans son livre. Et le Satyricon, c'est tout simplement un des premiers romans de l'histoire qu'on attribue sans trop de certitude à Pétrone, un écrivain romain qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ. Du coup, dedans, il y a un personnage qui s'appelle Trimalchio. En français, on l'appelle Trimalcion ou Trimalchion. Je suis désolé, je suis pas sûr encore une fois de bien prononcer. Et la particularité de ce personnage, c'est que c'est un nouveau riche qui organise des dîners hors normes et particulièrement coûteux pour montrer sa richesse à tout le monde. Et ce qui est très important de noter, c'est que le roman se moque de lui et le tourne en ridicule pour critiquer ses comportements ostentatoires et la vulgarité avec laquelle il exhibe ses richesses. Du coup, le fait que Fitzgerald ait envisagé un tel titre pour Gatsby le Magnifique, ça donne tout à coup une autre lecture du personnage parce que ça présente Gatsby sous un angle beaucoup plus ridicule dans le sens où l'auteur est tout de suite plus critique vis-à-vis de lui. Gatsby le Magnifique, c'est un titre qui encense Gatsby alors que Trimalchio, c'est un titre qui se moque un peu de lui, donc c'est quand même pas tout à fait la même chose. Pourtant, c'est le titre que Fitzgerald va proposer à son éditeur, mais celui-ci va lui conseiller de le changer parce qu'il considère que personne ne comprend la référence à Trimalchio, et c'est normal parce que personne ne connaît le Satyricon, et il trouve aussi que le nom du personnage est difficile à prononcer. La femme de Fitzgerald va se joindre à son avis, et donc à contre-cœur, Fitzgerald va accepter de renoncer à ce titre, et son éditeur et sa femme Zelda vont plutôt lui recommander The Great Gatsby, et même si c'est un titre que Fitzgerald n'a jamais vraiment aimé, et que jusqu'au dernier moment, il essaiera de proposer des alternatives parmi les titres que je vous ai cités juste avant, eh bien c'est finalement The Great Gatsby qui va s'imposer. Et pour être franc, je suis assez partagé sur toute cette histoire de titre parce que d'un côté, je suis tellement habitué à Gatsby le Magnifique que je trouve le titre génial, mais je comprends tout à fait les remarques de l'éditeur qui sont d'ailleurs plutôt justifiées parce que le but de l'éditeur, c'est aussi de publier un livre qui se vend, et Gatsby le Magnifique, c'est un titre honnêtement beaucoup plus vendeur que Trimalchio. Mais en même temps, je trouve que toute la poésie et les références autour de Trimalchio sont tellement géniales que je peux pas m'empêcher de ressentir une certaine sympathie pour ce titre qui vient aussi apporter de la nuance et un regard critique sur le personnage de Gatsby, ce qui le rend en fait d'autant plus intéressant. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de tous ces titres et lequel vous préférez et pourquoi, histoire de voir s'il y a que moi ou pas qui trouve que Trimalchio ça aurait pu faire quand même un très bon titre. Alors par contre, je suis lucide, je pense pas que le roman se serait aussi bien vendu et serait devenu aussi culte avec un titre pareil, mais je trouve qu'il y a quand même un truc avec Trimalchio. Quoi qu'il en soit, revenons maintenant au destin de Gatsby. On est maintenant en 1925 et le roman paraît sous le titre The Great Gatsby, et l'année suivante il sera traduit en français sous le titre de Gatsby le Magnifique. Néanmoins, comme je l'ai dit au début de la vidéo, lors de sa première publication, le roman déçoit et essuie un échec commercial. En fait, il est imprimé à 75 000 exemplaires et malheureusement, il y en a seulement 20 000 qui sont vendus à sa sortie. Alors, vendre un roman à 20 000 exemplaires aux États-Unis dans les années 1920, c'est pas la catastrophe, mais disons que pour Fitzgerald, qui en est maintenant à son 3e roman, ce sont des chiffres décevants et l'éditeur s'attendait à beaucoup mieux, comme on le voit avec son tirage à 75 000 exemplaires qui était assez optimiste. À côté de ça, le roman essuie aussi des critiques mitigées. Il y a quelques personnes qui vont l'encenser, comme l'écrivain Ernest Hemingway, un ami de Fitzgerald qui a l'occasion de le lire avant sa publication et qui apparemment le trouve très bien écrit. Un journaliste du New York Times, Edwin Clark, va qualifier le roman d'histoire mystique et glamour de l'âge du jazz. Un autre du New Criterion, Gilbert Sells, juge tout simplement que le roman est brillant. Ou un autre encore du Los Angeles Times, Lillian C. Ford, voit en Gatsby le Magnifique une œuvre d'art révélatrice qui laisse le lecteur dans un état d'émerveillement apaisé. Mais à côté de ces quelques louanges, il y a aussi pas mal de critiques qui se font sentir. Par exemple, un journaliste du St. Louis Post-Dispatch, un certain Ralph Coghlan, estime qu'il s'agit là d'une performance sans conséquence d'un auteur autrefois prometteur mais qui désormais s'ennuie et qui est devenu cynique. Un autre du New York Evening World, Russ Snyder, juge que l'intrigue est hautement improbable, et de manière générale, plusieurs critiques s'en prennent directement à Fitzgerald en disant que s'il a été quelques années plus tôt un espoir de la littérature américaine, eh bien Gatsby le Magnifique prouve qu'il n'est définitivement pas un grand écrivain. Bref, si je dois résumer le sentiment de l'époque, aussi bien des critiques que des lecteurs, grosso modo, ce qu'il en ressort, c'est que Fitzgerald
Fitzgerald a fait un peu moins bien que ses précédents romans et il déçoit parce qu'on attendait autre chose de lui. Du coup, le lancement de Gatsby le Magnifique est considéré comme un échec et cet échec sera encore plus accentué dans les années qui suivent parce qu'il y aura une tentative de réédition qui sera faite en 1934 par The Modern Library qui édite seulement des classiques. Il y a 6000 nouveaux exemplaires qui seront imprimés et il y a quasiment rien qui va se vendre et en 1939, ils vont même retirer le titre de leur collection. Donc, autant le dire clairement, après sa publication en 1925, Gatsby le Magnifique tombe tout simplement dans l'oubli. Et il suffit de jeter un œil au conte de Fitzgerald pour voir que quelques années après sa sortie, le roman ne lui rapportera d'ailleurs plus rien du tout en royalties. Et d'ailleurs, c'est un truc que je trouve super intéressant, mais en fait, en faisant des recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur un article d'un type qui a épluché les comptes et les déclarations d'impôts de Fitzgerald de 1919 à 1940, année où il meurt prématurément à 44 ans d'une crise cardiaque. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'au cours de sa vie, Gatsby le Magnifique lui a rapporté 8397 $ de royalties pour les ventes du roman, quasiment tout la première année, 6864 $ pour une adaptation théâtrale et 18 910 $ pour une adaptation cinématographique sortie en 1926. Alors, chose étrange, même si le roman s'est mal vendu, il a quand même été adapté au théâtre et au cinéma, il a même été traduit en français. J'ai pas trouvé de raison qui l'explique, mais enfin, ma foi, tant mieux pour Fitzgerald, ça lui a fait des sous. Par contre, si vous êtes tenté comme moi de vouloir voir cette première adaptation au cinéma, bah je vais vous décevoir, mais en fait, de ce film, il n'en reste plus qu'une bande-annonce parce que là où les bobines ont été perdues, et du coup, aujourd'hui, eh bien, on considère que c'est un film qui est perdu. Alors, ça peut paraître surprenant de perdre un film, mais à l'époque, c'était des choses qui pouvaient arriver et qui arrivaient. Je fais une autre petite précision, mais aussi, tous les chiffres que je vous donne en dollars, ce sont des dollars de l'époque. Donc, si on les actualise, en fait, les 8000 $ de royalties qu'il touche pour Gatsby, aujourd'hui, ils équivaudraient à 150 000 $, ce qui est quand même pas trop mal pour un roman qui est considéré à son époque comme un échec commercial. Et au passage, il y a encore une anecdote que je trouve assez intéressante sur Fitzgerald et sur ses rentrées d'argent. Alors oui, c'est vraiment une vidéo bourrée d'anecdotes, mais je trouve ça aussi intéressant de parler de l'auteur et de voir quelques dessous, on va dire, de sa vie d'écrivain. En fait, au cours de sa vie, Fitzgerald n'a publié que 4 romans. Il en a laissé un autre inachevé, mais pourtant, de 1920 à 1940, il a toujours vécu de sa plume et surtout, il a vécu richement puisque en moyenne, pendant toutes ces années, il gagnait 24 000 $ par an, ce qui correspondrait aujourd'hui à 400-500 000 $, donc quasiment un demi-million chaque année. Et il vivait très bien, il avait une vie très luxueuse, il voyageait beaucoup, il avait des domestiques chez lui. Par contre, une chose qui va lui coûter très cher et qui est pas du tout de sa faute, c'est que sa femme va être diagnostiquée schizophrène peu après la sortie de Gatsby et elle va être internée plusieurs fois en hôpital psychiatrique, ce qui va être en quelque sorte le drame de la vie de Fitzgerald, à côté de quoi il combattra pendant plusieurs années aussi son propre alcoolisme. Mais bref, tout ça pour dire qu'entre son train de vie fastueux et les frais médicaux pour sa femme, il va avoir des dépenses très importantes et il aura même parfois limite des problèmes d'argent. Mais du coup, la question quand même, c'est comment est-ce qu'il faisait pour gagner autant d'argent alors qu'il a publié que 4 romans et que Gatsby en plus s'est très mal vendu? Eh bien en fait, Fitzgerald gagnait essentiellement sa vie en écrivant des nouvelles. Il en a publié plus de 160 au cours de son existence, dont L'étrange histoire de Benjamin Button, qui est sans doute l'une des plus connues et qui a été adaptée au cinéma il y a quelques années avec Brad Pitt. Et Fitzgerald vendait ses nouvelles à des journaux ou des magazines qui le payaient très cher pour ça. Dans les années 1920 par exemple, il pouvait toucher 4 à 5 000 $ de l'époque pour une seule nouvelle, ce qui faisait de lui un écrivain particulièrement bien payé pour ce type d'histoire. Et d'ailleurs, pour donner une idée, si on prend toutes les nouvelles qu'il a vendues de 1919 à 1936, elles lui ont permis de toucher 386 382 $ et 96 centimes, ce qui équivaudrait aujourd'hui à environ 7 millions de $, ce qui est juste énorme pour de la nouvelle. Et à vrai dire, je pensais pas que ça pouvait rapporter autant parce qu'on considère quand même souvent que les nouvelles c'est un genre mineur par rapport au roman, mais à l'époque apparemment, eh ben, on pouvait s'enrichir avec de la nouvelle. Bon après j'imagine qu'on peut expliquer ça par le fait que Fitzgerald était très célèbre et que quand il y avait une histoire signée par lui dans un magazine ou un journal, ça devait aider à en vendre pas mal d'exemplaires. Autre chose aussi à mentionner au sujet des nouvelles de Fitzgerald, c'est qu'en fait il dépensait tellement qu'il vivait le plus souvent à crédit, il empruntait de l'argent à son agent et ensuite il était obligé de le rembourser et donc écrire des nouvelles c'était le moyen le plus facile pour lui de gagner rapidement de l'argent et c'est pour ça qu'il a un rapport assez ambigu et complexe avec ses nouvelles parce qu'il les écrivait le plus souvent par nécessité et qu'il les considérait pas forcément aussi aboutis que ses romans. J'ajouterai aussi pour terminer sur les rentrées d'argent de Fitzgerald qu'à la fin de sa vie de 1937 à 1940 il sera aussi scénariste à Hollywood. Alors c'est une expérience qui lui déplaira fortement mais là encore il sera très bien payé puisqu'il gagnera plus de 1000 $ par semaine, ce qui était apparemment énorme pour un scénariste écrivain à cette époque. Bref, en tout cas Fitzgerald financièrement n'était pas à plaindre, c'est juste qu'il dépensait beaucoup et pas toujours de façon rationnelle, mais voilà, ça vous donne aussi une idée du train de vie qu'il pouvait avoir grâce à son talent littéraire. Maintenant, si on en revient à Gatsby,
Gatsby, comme je l'ai dit, Fitzgerald meurt en 1940 d'une crise cardiaque et à ce moment-là, son roman est vraiment tombé dans l'oubli. Plus personne le lit, plus personne n'en parle. Et c'est alors qu'il va se produire un événement assez inattendu en pleine Seconde Guerre mondiale. En fait, l'armée américaine va créer le programme Armed Services Editions qui consiste à fournir des livres de poche aux militaires américains qui participent à la guerre. Il y a environ 1300 titres qui sont imprimés et parmi eux se trouve Gatsby le Magnifique dont plus de 120 000 copies sont alors distribuées sur plusieurs années, ce qui équivaut à 6 fois le nombre de ventes du roman en 1925. Du coup, Gatsby le Magnifique va profiter d'un nouveau lectorat et dans les années 1950, le roman va surfer là-dessus pour gagner tout doucement en popularité au point même d'être étudié dans les lycées et à l'université, ce qui va évidemment contribuer aussi à le légitimer. Alors la question qui se pose ici, c'est pourquoi le roman fonctionne aussi bien dans les années 40-50 alors que dans les années 20, tout le monde l'avait boudé. En vérité, il n'y a pas de réponse absolue, mais personnellement, il y a deux pistes qui me viennent à l'esprit pour expliquer ça. La première, c'est que Gatsby le Magnifique, c'est une histoire qui est ancrée dans son époque et qui célèbre quand même les années 20, les années folles, l'ère du jazz, et je pense que 20 ans après tout ça, il y a une forme de nostalgie qui se crée, et c'est assez compréhensible que cet aspect du livre ne puisse être apprécié qu'après coup, parce qu'en vérité, on se prend vraiment d'affection pour une époque que quand elle a disparu. Et c'est tout le principe de la nostalgie. C'est d'aimer des moments qu'on pourra plus jamais revivre, qui appartiennent définitivement au passé. Comme beaucoup le disent aussi, c'était mieux avant, ou sinon, comme l'écrit Blaise Pascal, que chacun examine ses pensées, il les trouvera toutes occupées au passé ou à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent, et si nous y pensons, ce n'est que pour en prendre la lumière pour disposer de l'avenir. Ma seconde explication, c'est qu'en fait, Gatsby, c'est aussi un livre qui parle du rêve américain, c'est l'histoire d'un homme qui part de rien et qui construit sa fortune pour s'élever socialement. Et en un sens, l'histoire est assez ambiguë pour cultiver le rêve tout en le critiquant. Ce qui fait qu'en vérité, dans ce roman, chacun peut y voir ce qu'il veut. La concrétisation du rêve américain comme sa critique. Et ça, le rêve américain, comme c'est un phénomène de société qui va beaucoup occuper l'espace médiatique et culturel dans la seconde moitié du XXe siècle, que ce soit pour le louer ou pour le critiquer, et ben on peut imaginer que ça donne à Gatsby une substance qui le rend tout à coup beaucoup plus intéressant et qui fait de lui même une sorte de symbole. Bon, après, je le précise aussi, mais le tirage à 120 000 exemplaires par l'armée, ça fait pas tout, parce que je rappelle qu'il y a environ 1300 titres qui sont ainsi distribués et que tous ne sont pas devenus des classiques de la littérature, mais disons que c'est le coup de pouce dont cette histoire avait besoin à ce moment-là pour trouver son public. Et j'en arrive d'ailleurs maintenant à un point que je voulais souligner. En fait, contrairement à ce que j'entends souvent, il suffit pas d'écrire un grand roman pour obtenir du succès. Et c'est pour ça que j'explique pas le succès tardif de Gatsby par le fait que tout à coup, 20 ans plus tard, les gens sont pris d'une illumination et reconnaissent en Gatsby une œuvre géniale que la génération précédente n'a pas su apprécier. Parce qu'en réalité, écrire un grand roman en soi, ça veut rien dire. On a beau penser qu'une œuvre porte en elle un caractère génial, s'il n'y a pas un public pour reconnaître collectivement ce caractère génial, bah c'est un peu comme si cette œuvre n'existait pas. En réalité, on qualifie de grands romans des romans qui ont du succès ou qui ont traversé l'épreuve du temps et qu'on admire, mais justement, s'il n'y a pas un public pour les admirer, bah il n'y a pas de grands romans. Et l'admiration, c'est un processus qui se crée grâce à de nombreux facteurs. Il y a certes l'œuvre elle-même et ce qu'elle véhicule, mais il y a toujours des phénomènes culturels, sociaux, collectifs, etc. qui peuvent en changer le sens, les interprétations et qui viennent influencer tout ça. C'est pour cette raison que j'ai envie de dire que le premier responsable du succès d'une œuvre, c'est le public lui-même. Responsable dans le sens où le public ne découvre pas seulement une œuvre, mais crée son succès par son engouement et la multitude des gens qui le composent. Ce sont les lecteurs, à travers leur expérience de lecture, leur partage et ce qu'ils en disent, qui transforment des œuvres en grandes œuvres et qui en font des phénomènes de société. Et c'est pour ça aussi que parfois certaines œuvres sont rejetées au moment où elles sortent, puis deviennent des classiques, tandis que d'autres sont des best-sellers qui tombent dans l'oubli. Le succès d'une œuvre, c'est quelque chose qui vit et qui évolue à travers les gens qui se souviennent et qui célèbrent ces œuvres et qui eux-mêmes vivent et évoluent. Donc une génération n'a selon moi ni forcément raison ni forcément tort de rejeter ou de célébrer une œuvre en particulier. Ce qui se passe, c'est simplement qu'il y a des publics à des instants donnés qui sont inspirés par une histoire pour des raisons X ou Y et moins par d'autres et qui font vivre celles qui les inspirent le plus. Ce qui fait que continuellement on oublie des œuvres et on en redécouvre d'autres. Donc à mon sens, il faut pas être trop dur non plus avec les lecteurs des années 20 qui sont passés à côté de Gatsby. Ils avaient pas forcément les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes goûts, etc. que ceux qui leur ont succédé et donc ils ont pas vu en Gatsby la même chose que les générations suivantes et c'est tout. Évidemment, c'est un peu triste, mais si ça se trouve, nous-mêmes aujourd'hui, on passe à côté de livres qui deviendront des classiques dans quelques décennies parce que nos descendants y trouveront une substance qui nous était inaccessible ou qui nous échappe parce que on n'a pas forcément les mêmes attentes, les mêmes rêves, les mêmes préoccupations que nos futurs descendants. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à Gatsby le Magnifique et terminer cette vidéo, du coup, dans les années 60, après tous les événements que le roman a traversés, eh bien, il commence à s'installer dans la littérature comme un véritable classique et on peut encore mentionner deux événements qui vont contribuer à faire de l'histoire et de son personnage principal un véritable phénomène culturel, en cela qu'ils vont faire connaître Gatsby même à ceux qui ne lisent pas. C'est qu'on va avoir une adaptation cinématographique en 1974 avec Robert Redford dans le rôle de Gatsby et plus récemment en 2013 avec Leonardo DiCaprio. Et évidemment, c'est clair que le cinéma peut jouer un rôle très important dans la distribution d'un roman. Encore récemment, par exemple, la sortie du Comte de Monte Cristo au cinéma a totalement relancé les ventes des livres d'Alexandre Dumas. Et d'ailleurs, moi-même à titre personnel, je dois avouer que je me suis intéressé
commencé avec Gatsby le Magnifique vers 2012-2013, quand le film avec DiCaprio a commencé à faire parler de lui. Bref, en tout cas, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner, et chose très importante, à activer la cloche. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la première vidéo de ma chaîne où je vous explique pourquoi Alexandre Dumas n'est pas tout à fait le seul auteur du Comte de Monte Cristo. La vidéo doit s'afficher quelque part autour de moi en ce moment même. J'espère qu'elle vous plaira aussi, et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.